À Tchalion, bonsoir, Yann Andréac, messieurs, dames. Donc, nous allons débuter ce conseil municipal, donc le premier de cette année, avec donc 15 points à l'ordre du jour et plusieurs points pour des questions financières et de personnel. Donc, je vais désigner comme secrétaire de séance, comme d'habitude, Antion Biot. Et nous allons passer au premier point des affaires générales, à l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre. Y a-t-il des questions, des observations par rapport à ce PV du dernier conseil municipal? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. On passe au point 2. Et excusez-moi, j'ai oublié de lire les pouvoirs. Voilà. Donc j'ai un pouvoir de Madame Mouchko-Arizmendi pour Monsieur François Daniel et un pouvoir pour Émilie Dutoya pour Antion Biot qui nous quittera dans une heure. Donc je reprends le point 2 des affaires générales, donc le compte rendu de la délégation du conseil municipal au maire. Donc sur la base des délégations octroyées, j'ai signé le renouvellement d'une convention pour l'implantation d'une antenne relais à Iturribaita, un bail professionnel au profit de la MAM Tiuku, une convention de mise à disposition de la benoîtrerie au profit de l'association paroissiale, un bail de location au profit de la société de tir de Cibourg, une convention avec la société Issar Link pour l'installation d'un réseau de fibres optiques propre aux services et bâtiments communaux, le marché correspondant au lot 1 de la phase 1 du regroupement des écoles de Marignella, la mise à disposition d'un espace au sein de la tour de Bordaguin au profit du groupement du personnel de la ville. Y a-t-il des questions ou des demandes de précision? C'est clair, il n'y en a pas. Donc, juste pour mémoire, donc, le renouvellement de l'antenne Iturribaita, ce n'est pas une nouvelle antenne, mais c'est l'antenne existante, donc on renouvelle la convention. Pour la MAM Tiuku, c'est un loyer qui va être perçu. Pour la société de tir, c'est le renouvellement du bail. Idem pour la benoîterie. Issarlink, donc c'est l'installation d'une fibre, 10 fibres noires, donc une fibre interne au service des bâtiments communaux qui va nous permettre d'avoir un débit plus efficient et d'économiser aussi sur des contrats d'internet et différents contrats. Et le reste, c'est dit dans la présentation. Donc je vois qu'il n'y a pas de... Oui. Je peux connaître le loyer de la rampe 400 € par mois. Et le loyer pour le stand de tir, on est à 3707 pour être plus précis. Oui, donc c'est on me demande de préciser que c'est le même montant que payait la crèche Louma à l'époque, quand elle avait son siège à l'école de Marignella. Non, mais c'était une location, c'était une autre crèche. La location a été compensée par une subvention à l'époque. Peut-être. Mais là, on ne parle pas d'association. À la différence de Louma, non, c'est pas une association. C'est une MAM, c'est différent. Allez. Donc, point 3. Plage de Sokwa, convention pour le remboursement des frais de surveillance de la plage de Sokwa-Unchin pour l'année 2022. Le rapporteur est monsieur Lecorf. Bonsoir, il s'agit là des frais liés à la surveillance de la plage de Sokwa qui rentrent dans le périmètre du syndicat de la basse vallée de l'Unchin. Donc une prise en charge par la commune de Cibourg, et cette convention permet d'en prévoir le remboursement total par le syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Unchin. Des questions, des demandes de précision, des observations? Il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. 24. Modification de la représentation au sein du syndicat intercommunal de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg.
Par le biais de cette délibération, nous souhaitons apporter une modification au niveau des représentants de la commune au sein du syndicat de la baie. M. Olasagasti, actuellement suppléant, passerait titulaire et M. Arrêta, actuellement titulaire, passerait suppléant. Voilà. M. Arrêta a des petits soucis d'emploi du temps à cause de son travail, de ses diverses activités. Donc, il a demandé de switcher son poste avec celui de M. Olasagasti. Pas de questions, pas de remarques. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc nous allons maintenant aborder les questions financières. Et on va commencer par le compte de gestion. Le rapporteur est M. Lecor. Donc pour les affaires financières, divers points à l'ordre du jour. Tout d'abord le compte de gestion. Donc le compte de gestion établi par le receveur du Trésor public recense l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2021. Ce compte de gestion doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal. Il convient de souligner que le compte de gestion est en tout point conforme au compte administratif. Les questions. Délibération classique. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté, je vous remercie. Donc on va passer maintenant au CA. 2021, le compte administratif établi par la commune retrace l'ensemble des opérations relatives à l'exécution budgétaire 2021. Nous allons procéder à une représentation des grandes lignes de ce compte administratif, présentation similaire à celle qui a été faite en commission des finances du 18 février dernier. Donc le document va vous être projeté si vous voulez changer de place, sinon vous les avez reçus en format papier. Donc sur le budget principal, un résultat cumulé de l'exercice 2021, il s'établit à un excédent de 826 215,54 € qui sera repris sur le budget primitif 2021. On va maintenant 2022, excusez-moi. On va maintenant reprendre les points de la section fonctionnement avec les recettes. Donc les recettes de fonctionnement de l'année s'élèvent à 8 596 519,48 € et se répartissent comme suit. Recettes réelles de fonctionnement 8 441 615,77 et les recettes d'ordre de fonctionnement 144 903,71. Donc là on va rester sur celle d'avant pour des explications sur les crédits ouverts et les réalisations. Donc, vous avez en troisième colonne les taux de réalisation, notamment le compte 013 atténuation de charges, où on a pu percevoir de la part de l'assurance statutaire du personnel des indemnisations. Sur les produits de service, l'augmentation est due au stationnement et au travail des agents pour percevoir les amendes. En impôts et taxes, l'augmentation concerne les droits de mutation. Dotation, subvention et participation, la différence est due au calcul qu'on ne pouvait pas faire à l'époque et qu'on tâchera de faire au plus précis, notamment la subvention de la CAF. Les autres produits financiers, c'est des petites sommes. Et pour les produits exceptionnels, c'est notamment un jugement qui a été inscrit. Donc, chapitre 73, impôts et taxes. Donc, on a une taxe d'habitation encore jusqu'à cette année de 1 105 996 €. La majoration pour les résidences secondaires s'élève à 608 208. Taxe foncier bâti 3 238 772. Sur le non bâti 16 846. Les rôles supplémentaires 44 376. L'attribution de compensation 201 650, taxe sur l'électricité 167 145,81, les droits de place et de voirie 86 207,04 et pour les droits de mutation 1 95 948,55 €. Pour rappel, les taux d'impollution applicables étaient pour la taxe d'habitation à 11,33, sur le foncier bâti 25,47 et le non bâti 23,77.
Sur le chapitre 74, dotation, subvention et participation. Alors, les contrats de prestation de services ordinaires 193 315,05, contrat enfant jeunesse 125 111 50 et les diverses aides ATL, plan mercredi, le LEP, Covid 16 993,43. Pour le chapitre 70, produits de services, figurent dans ce chapitre les recettes liées à la crèche pour 65 909,09, la cantine scolaire 82 626,10, centre de loisirs 78 183,58 et les redevances des points de vente de la saison estivale à 28 319,05. Chapitre 75 et autres produits et 013 atténuation de charges, il s'agit principalement des loyers perçus et des remboursements de frais de personnel dans le cadre des contrats aidés, le remboursement des indemnités journalières par la CPAM, l'assurance du personnel. Pour les dépenses de fonctionnement, charges à caractère général, 1 559 229,82, charges de personnel 4 232 371,13, autres charges de gestion 614 109,83, charges financières 81 298,74, charges exceptionnelles 28 610,10 et dotation aux provisions 12 034,87. Donc sur le chapitre 11, charges à caractère général, il s'agit des dépenses de fonctionnement courantes pour les fluides, le téléphone, fournitures diverses, contrats de maintenance, d'entretien, fournitures scolaires, mais également des prestations de services ou d'études. Charges de personnel, elles ont été contenues dans le cadre de la prévision budgétaire. 65, autres charges de gestion courante. Pour les postes les plus importants, donc indemnités, frais de mission et de formation des élus, pour un total de 110 251,88, subventions de fonctionnement attribuées au CCAS, 308 000, subventions versées aux associations, 167 263,20. Autres dépenses de fonctionnement, ce sont les charges financières qui sont en baisse du fait de l'encours qui diminue et des prévisions pour des créances qui ont été constituées pour un montant de 12 034,87. On va passer à la section d'investissement. Donc pour les recettes, donc dotation et fonds divers 541 974,77, l'excédent de fonctionnement capitalisé 1 222 179,63, subvention d'investissement reçue 884 579,56, pas d'emprunt, opération d'ordre de transfert entre sections 314 779,28. Pour les dépenses d'investissement, donc on a le solde d'exécution N-1 à 316 297,82, la dotation et fonds divers 70 764,60, emprunt et dette 575 527,81, les immobilisations incorporelles 132 742,79, les subventions d'équipement versées 256 749,28, les immobilisations corporelles 677 104,19, immobilisation en cours 1 431 820,13, les autres mobilisations financières 235 473,08 et les opérations d'ordre de transfert entre sections 154 903,71. Donc le déficit d'investissement, le déficit sur la section d'investissement s'élève à 927 870,17 €.
Les dépenses d'investissement se ventilent de la manière suivante. Aménagement des plages et du littoral, 18 204,85. Espaces verts et mobilier humain, 36 328,14. Cimetière, 15 175,80. Aménagement, mairie et équipements divers services, 94 232,14. Extension des ateliers, 21 414,89. Les bâtiments scolaires, 18 707,64. Regroupement des écoles, 31 066,97. Aménagement et équipement de la crèche, 4 259,90. Aménagement et équipement voirie, 712 336,96. Montagne de Cibourg, 6 774,51. Réseau électrique, éclairage public et télécom, 265 543,02. Autres bâtiments communaux, 45 763,48. Plaine des sports, vestiaires, 25 444,82. Le complexe polyvalent, 53 390,18. Remboursement du capital de la dette, 575 527,81. Remboursement capital du portage foncier par EPFL, 235 473,08. Construction de logements sociaux, 150 142,21. Et autres frais, notamment frais d'études, 71 925,10. Les principales recettes d'investissement sont le FCTVA pour 453 381, la taxe d'aménagement pour 88 593,77, les subventions 89 220,87 et l'aide pour et autres subventions 526 500. Présentation de ce compte administratif 2021. Maintenant, place au débat, aux questions, des remarques. Je pense qu'il y en aura. Oui, Monsieur Perry. oui, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Étant admis que de converger vers la moyenne de la strate ne peut être ni une politique ni un objectif, vous entendez ? Il faut quand même regarder ces différences. Et je note quand même pas mal de différences, et donc il faut l'analyser un peu. Et notamment, je vois que sur l'encours de la dette, on est à 34% en dessous de la moyenne de la strate, que pour les dépenses d'équipement, c'est à peu près du même ordre. Voilà, bon, sur le personnel, on est toujours à 15%, ça c'est quelque chose qui date. Voilà. Donc, et on a toutefois 800 000 euros d'excédent. Donc la remarque, c'est... il n'est pas question de prendre des risques, mais la remarque, c'est que l'investissement pourrait être un peu plus audacieux. Il y a des marges, l'investissement pourrait être un peu plus audacieux. Voilà. C'est juste pour cette raison que je m'abstiendrai sur cette délibération. Très bien. Je note. Merci. Est-il d'autres remarques? Bien, je partage tout à fait la position de mon collègue, mais enfin, je vais essayer de l'expliquer un peu plus. Au niveau du résultat, nous constatons un excédent budgétaire de 326 215 euros, ce qui correspond à une augmentation de 826 215 euros, ce qui correspond à une augmentation de 326 000 euros par rapport à 2020. Une question se pose à nous. Est-ce à dire, monsieur le maire, qu'il y a trop d'argent récupéré ou que votre investissement n'est pas à la hauteur de la situation? Si nous considérons la section fonctionnement, les recettes sont en augmentation de 458 000 euros par rapport à 2020. Cette augmentation est d'abord expliquée par une augmentation significative de 130 000 euros des atténuations de charges, une diminution de 60 000 euros des produits de service, une augmentation des impôts et taxes de 750 000 euros. Le produit de la taxation des résidences secondaires est à hauteur de 200 000 euros au niveau de l'augmentation.
Une taxe additionnelle au droit de mutation qui est, une fois de plus, un niveau très supérieur à l'inscription, mais ça nous ne le contestons pas parce que nous pensons que c'est une précaution sage. Et elle s'inscrit cette année sur un montant de 1 100 000 euros. Une diminution des dotations et subventions de 200 000 euros. Évidemment, nous notons que cette valeur est directement liée aux actions que la commune a entreprises dans tous les domaines. En conclusion, en ce qui caractérise cet exercice, c'est la différence entre le budget primitif et le réalisé, soit plus d'1 million d'euros. Plus que jamais en ces périodes difficiles et les difficultés pour chacun d'équilibrer son budget, cet excès de prélèvements communaux ne nous semble pas très raisonnable. L'augmentation des impôts directs montre que vous auriez dû diminuer les taux communaux pour contrer l'augmentation significative du taux de l'agglomération Pays Basque, qui a pesé sur le budget des Cibouriens. Au niveau des dépenses, une diminution de 368 000 euros par rapport à 2020, qui est expliquée en grande partie par une diminution significative de 390 000 euros des dotations aux provisions ou amortissements, ce que nous qualifierons de dépréciation des actifs. Au niveau des dépenses, nous nous réjouissons de la gestion rigoureuse des charges du personnel. Si nous considérons la section investissement, au niveau des recettes, plus de 2 millions d'euros de différence entre les crédits ouverts et les recettes réelles. Pourquoi donc, c'est notre question, avez-vous inscrit des emprunts sur un montant de 1 520 000 euros qui évidemment sont rendus caducs par le manque d'investissement réalisé? Au niveau des dépenses, 4 700 000 euros prévus et 2 900 000 euros réalisés. Chiffre que nous pouvons ramener à 3 800 000 euros avec les reports en 2020. Cela ne représente que 61,7% des investissements réalisés en 2021. En 2020, bien que cela ne nous semblait pas déjà suffisant, vous étiez sur un résultat de 69,6%. On reste donc sur un constat de faible capacité de cette mandature à réaliser des investissements. De plus, l'énumération de ces investissements réalisés nous montre que la majeure partie ne sont que la continuité de ceux initiés par la mandature précédente. À noter enfin qu'une année de plus, un tiers des investissements consentis sont des charges financières. En résumé, il nous semble essentiel de mettre l'accent sur notre remarque concernant les impôts des Cibouriens, dont vous auriez dû éviter l'augmentation par une baisse des taux communaux. Pour toutes ces raisons, Monsieur le maire et chers collègues, Françoise Albistur-Duvert, Henri Anido et moi-même, nous voterons contre ce compte administratif. Donc je vais essayer de répondre aux deux remarques, parce qu'elles sont quasiment du même ordre. Donc là, vous plaignez que la commune de Cibourg soit excédentaire, qu'on ait perçu trop d'impôts. Je vais quand même rappeler que les taux communaux qu'on n'a pas touché de taux communaux. Certes, on avait inscrit besoin de financement par prêt, mais heureusement, pour des questions qui ne sont pas, directement liées à la gestion de la ville de Cibourg, mais à la situation globale, on a pu faire des économies sur le fonctionnement. C'est surtout lié à la crise Covid, qui a fait qu'on a moins utilisé de cantines, moins de centres de loisirs. Donc tout ça, l'année dernière, on ne pouvait pas l'anticiper. On était bien obligé de chiffrer et de mettre tous ces montants-là sur notre budget-là. Mais malheureusement, on n'a pas pu rendre ces services-là à cause du Covid. Aussi, dans la section d'investissement, je note qu'on a perçu plus d'aides, plus de subventions, à autour de 900 000 euros. Là aussi, des atténuations de charges, mais qui sont des éléments qui sont difficiles à définir. Je rappelle que ces atténuations de charges sont souvent des remboursements pour arrêt de travail ou arrêt maladie. Donc, tout ça, ces questions-là,
on ne peut pas les anticiper, à hauteur de 107 000 euros. Les droits de mutation, comme vous l'avez dit, vous dites tout et son contraire, les droits de mutation, on part sur quelque chose de très prudent, d'un demi-million. Cette année, on a eu exceptionnellement des droits de mutation qui ont explosé. On a eu les droits de mutation les plus importantes, je dirais, de l'histoire de Cibourg. Donc ça ne pouvait pas être anticipé non plus. Donc maintenant, oui, on a eu des excédents, heureusement. Et puis je pense qu'il dans ce malheur du Covid, ça nous a permis de faire des économies. Ça nous a évité de prendre un emprunt. Après, pour ce qui est de l'investissement, vous dites qu'on ne fait pas grand-chose. Je vais quand même rappeler qu'on est à 81% de réalisation par rapport à ce qu'on avait inscrit. Tout ça a été inscrit. À cela, si je rajoute la piste cyclable que vous aviez réalisée lors de votre mandature, mais qui n'est pas toujours payée pour des questions de subvention que la commune d'Urrugne vient de percevoir de l'Europe récemment. Donc là, on a une enveloppe de 300 000 euros qui doit être purgée. Donc si je rajoute cette enveloppe-là, on est à 86% de réalisation. Donc si je prends vos taux de réalisation de votre mandature, je vois qu'il y a des taux de réalisation à 81, 77 et même à 74%. Et vous satisfaisiez très bien à l'époque. Donc voilà, maintenant on a une capacité d'investissement qui est là, qui est surtout liée au fait, je dirais, aux droits de mutation. Parce qu'on a des droits de mutation qui sont très importants. Aujourd'hui, il faut savoir, sur le budget 2021, les droits de mutation, c'est quasiment 16% de nos recettes de fonctionnement. Et c'est une fiscalité sur laquelle on n'a aucune vision. Donc, comme vous l'avez dit, il vaut mieux être prudent. Donc, on était parti, comme vous partiez vous aussi, sur une enveloppe très prudente d'un demi-million. Et tout ce qui est en plus, je dirais, on l'investit. Et la preuve, les chiffres le montrent très bien, on est à quasiment 86% de réalisé. Maintenant, vous savez très bien, on ne fait jamais 100% de réalisation, mais là, 86%, je pense que c'est un taux très, très intéressant. Deuxième chose aussi, comme vous l'avez dit, il y a une raison aussi, c'est que la masse salariale, on réussit à la stabiliser. Donc, entre 2021 et 2022, on a une variation de 0,23-24%, ce qui est quasiment rien. Donc, tout ça fait qu'on arrive à dégager beaucoup d'autofinancement et qui nous permet de financer tout ça. Dernier point aussi que je n'ai pas dit, pourquoi aussi on a ces excédents-là? Parce qu'on a fait un travail très important de recherche de financement. Ça aussi, ce sont des éléments qu'on ne peut pas anticiper. Pour chaque projet, on sait qu'on peut avoir des subventions, mais on ne sait pas si on les aura. Donc quand on va aussi sur les recettes de subventions, on va sur une situation ou sur des perspectives très prudentes. Et cette année, exceptionnellement aussi, on a touché des subventions très importantes. Il y a eu la démarche de France Relance sur laquelle on a pu présenter plusieurs projets et sur laquelle on a eu des subventions très importantes cette année. Donc tout ça fait qu'on a eu beaucoup d'excédents. Mais vous inquiétez pas, ça sera investi et à la fin du mois, on se revoit et on va vous présenter un BP 2022 dans lequel il y aura beaucoup d'investissements comme cette année. Et je rappelle que notre investissement aussi est lié et se base sur une prospective qu'on avait travaillée l'année dernière. On sait qu'on a une capacité d'investissement sur la mandature aux alentours de 10 millions, avec une capacité d'emprunt qui avoisine les 4 millions. Ne vous inquiétez pas, on va y aller, on va les faire. Donc je pense, pour conclure, qu'on est sur un budget qui est plus que tenu, qui est très bien tenu, et qui a atteint ses objectifs à hauteur de 86%. Juste une remarque. Juste une remarque sur les droits de mutation. Alors, tout le monde est très très prudent. On continue à mettre 500 000 euros. J'ai fait la moyenne sur les 14 dernières années, c'est 700 000 euros. Donc, annonçons 600 ou 700 000 quand même. Voilà. Oui. Être proche de la réalité, c'est aussi bien que d'être trop prudent. Oui, mais vous savez très bien que... Pas un euro constant. Hein. Non, mais vous savez très bien que ces droits de mutation, qu'on les mette, qu'on les sous-évalue ou qu'on les surévalue, après on joue sur les prêts, et ce qui n'est pas perçu par les droits de mutation, ça va dans le prêt, c'est de l'ajustement. On fait de l'ajustement entre un prévisionnel, comme le dit le mot, c'est un prévisionnel, ce n'est pas des comptes exacts, et avec une gestion durant l'année, et durant l'année, on essaie d'affiner et de faire au mieux. Quand tous les ajustements sont à la baisse, c'est qu'on a manqué un peu de dynamisme. C'est une remarque très personnelle. Oui, mais quand on voit un taux de réalisation à 86%, je ne pense pas qu'on a manqué de dynamisme.
Alors moi, je me permets une dernière remarque, monsieur le maire. Certes, vous mettez en avant les économies, on va compenser ceci et cela, mais un budget communal, c'est un équilibre entre des recettes et des dépenses. Les recettes, ce sont les impôts des Cibouriens. Donc trop, je rejoins mon collègue, trop de sécurité ou autre impacte nos citoyens, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc l'équilibre, certes, ce n'est pas facile, mais voilà, il faut essayer de se rapprocher le plus possible, parce que vous pouvez aussi inscrire encore moins de droits de mutation, appeler les Cibouriens à plus d'impôts, mais je pense que ce n'est pas le but. Madame Duverbier, je pense que vous vous trompez de budget ou de compte administratif. Vous parlez d'impôts, d'augmenter des impôts. Il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Les taux communaux qui ont été appliqués en 2021 sont les taux que vous aviez fixés vous-même en 2017. Oui, monsieur le maire, Donc, mais les impôts des Cibouriens ont augmenté. Mais ce n'est pas la ville qui a augmenté ses taux. Ben oui, mais Voilà. je vous ai entendu il y a quelques années dire que c'était pas suffisant de ne pas augmenter, qu'il fallait les diminuer. Est-ce que votre analyse en position de gestion et votre analyse en position d'opposition n'était pas la même? La différence, je veux dire, entre ces deux mandatures, c'est qu'entre les deux mandatures, on a perdu un levier fiscal qui est la taxe d'habitation, sur laquelle Pas on n'a encore, plus... pas encore, monsieur le maire, vous la perdrez. Taxe d'habitation, oui, on perd le dynamisme, on n'a plus de levier fiscal sur la taxe d'habitation, vous le savez très bien. On Ça perd n'a une rien à compensation. voir. Je vous dis, on n'a plus qu'un levier, et parallèlement des aides de l'État qui ne cessent de baisser. Donc, entre 2017 et 2022, il n'y a pas eu, les taux communaux n'ont pas été touchés. En même temps, on a perdu ce levier fiscal, et en perdant ce levier fiscal, on a perdu je dirais le suivi fiscal de la dynamique que peut avoir une commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on perçoit de la taxe d'habitation sur la part départementale se base sur ce qu'on percevait en 2020 avec des taux de 2017. Entre-temps, la commune évolue, il y a des logements qui sont construits, des nouveaux habitants qui viennent, mais on est toujours sur la même base qui est compensée par l'État. Donc, excusez-moi, sur une fiscalité qui ne bouge pas depuis 7 ans et en même temps une population qui évolue et qui nous empêche de la toucher, il vaut mieux laisser les choses comme elles sont. Et je veux dire, vous plaignez qu'on a des excédents, mais il vaut mieux avoir des excédents que déficitaires. Et comme les chiffres le disent, vous essayez de tourner les chiffres dans tous les sens, mais ce qu'il faut lire de ce budget-là, c'est que le budget a été tenu, que ce qu'on a dit a été fait, et c'est ça qui est le plus important, tout ça sans toucher à la fiscalité des Cibouriens. Ah ben si. Y a-t-il d'autres remarques ou d'observations? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je vais laisser la parole à la première adjointe. Gawon Deneri. Du coup, habituellement, le vote administratif se vote normalement par chapitre. Je vais vous proposer ici de le voter dans sa globalité. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait. Le compte a pris l'adoption du compte administratif, donc monsieur le maire peut revenir. Mileshker. Donc on va continuer. Donc, après l'adoption du compte administratif 2021, nous allons nous projeter sur l'année 2022 au travers d'un débat d'orientation budgétaire. Vous avez reçu avec la convocation le rapport sur les orientations budgétaires. Nous allons vous en faire une présentation en passant rapidement sur le contexte macroéconomique international et national et sur les dispositions de la loi des finances pour nous concentrer sur la situation de la commune de Ciboure. Si vous en êtes d'accord.
Permettez-moi aussi, vu qu'on parle de la situation internationale, quand même de faire un petit focus avant de passer la parole à M. Lecorf. On a dit qu'on passerait rapidement sur cette situation-là, mais bon, on sait très bien que les 2 années de Covid impactent fortement sur l'économie et aussi sur les marchés et sur le cours des matières premières. Et on a vu ça sur les récollets, sur le projet des récollets, donc un surcoût qu'on subit. Je pense que la situation géopolitique à l'est de l'Europe ne va pas aider dans ce sens. Et permettez-moi aussi de faire une parenthèse en parlant de ça. Donc bon, on sait tous qu'on a une crise, donc une mesure en Ukraine via après l'invasion de la Russie, de la part de la Russie de l'Ukraine. Juste vous dire, il y aura des conséquences économiques, il y aura des conséquences sûrement sur notre budget, mais je dirais le plus important, il n'est pas là. Il y a aussi des conséquences humanitaires. Et ces derniers jours, on a été interpellé par les services de l'État pour essayer de centraliser sur notre commune l'ensemble des logements qui pourraient être mis à la disposition de ces réfugiés, que ce soit des locaux publics ou privés. Il faut savoir que tout un chacun peut décider d'héberger du monde. On sait très bien qu'aujourd'hui, la situation du logement est très compliquée déjà pour nous, chez nous. Mais je pense et j'espère que les Cibouriens répondront favorablement à cette initiative, qui feront ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, je dirais dans la tradition d'accueil qu'a notre commune. Parce qu'historiquement, notre commune a accueilli du monde, des gens qui sont venus de tout horizon pour fuir des guerres, pour fuir la misère. Donc historiquement, on a eu beaucoup d'immigration et on en a toujours encore. Et donc beaucoup de gens se mobilisent tous les jours. J'espère qu'ils continueront à se mobiliser aussi pour répondre à cette crise sans précédent que connaît l'Europe et qui nous fait rappeler les heures les plus sombres de l'histoire de notre continent. Heureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas connu. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je voulais vous passer cette information. Je vais mettre juste un petit, parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'il y a des centres de collecte qui sont organisés ici ou dans une ville à côté? Parce qu'on m'a posé la question, je ne sais pas. Donc moi je ne suis pas au courant, mais on me dit que oui, qu'il y a bien des centres de collecte. Oui, il y a des communes, je sais que le CCAS de Biarritz notamment organise des collectes. Ici, en Sud-Pays, je vois qu'Andaï peut-être devait se mobiliser, c'est en cours pour l'instant, mais il y a les premiers CCAS, Biarritz, Bayonne font, et visiblement il y a aussi des associations qui vont emboîter le pas, notamment sur des collectes de vêtements, mais aussi de médicaments, tout ce qui est compresses et autres. Je pense que les informations vont arriver rapidement via les associations et les CCAS notamment. Ah, Legri me dit... Ici, à ma connaissance, je sais que notamment à la RUNCOP Cibourg, ce type d'initiative est mise en place avec la RUNCOP du Rhin également. Donc si des personnes veulent porter des vêtements ou autres, ils peuvent les porter à la RUNCOP? Oui, médicaments, surtout médicaments, parce que les vêtements, il y en avait beaucoup, mais les médicaments, oui, à la RUNCOP. Et toute personne qui voudrait qui serait prêt à mettre à sa disposition un local ou un bien, un logement, peut prendre contact avec la commune qui va centraliser toutes ces propositions de relogement. Donc voilà, je ferme cette parenthèse et je vais passer la parole à M. Lecorf. Tant qu'on est dessus, juste par rapport à la RUNCOP, donc il y a des petits messages qui sont passés pour dire justement que l'association Ukraine Amitié, qui centralise les dons pour l'Aquitaine, demande la suspension momentanée, donc ça c'était aujourd'hui, ce midi, la suspension momentanée des dons de vêtements, le temps d'organiser une logistique plus adaptée. Et un peu plus tard, donc ça c'était dans l'après-midi, visiblement plus de médicaments en collecte, apparemment ça donne des soucis aux frontières. On continue sur le matériel médical, ou alors si vous avez tout ce qui est pansement, attelles, compresses, etc. Voilà. Je pense que tout ça petit à petit va s'organiser. Donc voilà. Je passe la parole à M. Lecorf qui vous présentera le débat d'orientation budgétaire pour notre budget 2022. Donc si vous voulez bien, on va directement passer au point 3.
Alors, le rapport des orientations budgétaires présente les ratios de niveau ainsi que les ratios de structure. La commune présente globalement de bons ratios de structure et de niveau comparativement aux communes de la même strate. Elle est par ailleurs en dessous de tous les seuils d'alerte définis par la direction de la comptabilité publique pour assurer le suivi de la situation financière des communes. La commune présente donc une bonne santé financière. Point 4, les orientations budgétaires pour 2022 sur la section de fonctionnement, les recettes. Le projet de budget 2022 prévoit une augmentation du total des recettes de fonctionnement par rapport au budget 2021 et au compte administratif 2021 en raison notamment d'un excédent de fonctionnement reporté d'un montant de 826 215 €. Sur le chapitre 70, des prévisions de baisse de 15% en raison de la fin de la mise à disposition du personnel à l'école de Lunsine et à une prévision raisonnable des recettes de stationnement. Chapitre 73, chapitre en baisse par rapport au réalisé 2021 en raison d'une prévision raisonnable sur les droits de mutation. Chapitre 74, prévision budgétaire en baisse par rapport au réalisé 2021 avec une prévision d'une diminution de la DGF et des prestations CAF. Chapitre 75-77, les revenus de location sont stables. Chapitre 013, prévision en baisse par rapport au réalisé 2021. Ce chapitre intègre le remboursement par l'assurance statutaire des salariés des agents en arrêt maladie. Sur la section fonctionnement en dépenses, le budget 2022 prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement d'environ 7% par rapport au réalisé 2021. Chapitre 011, le projet de budget prévoit une augmentation d'environ 7% des dépenses de ce chapitre par rapport au réalisé 2021 du fait de l'augmentation des coûts de carburant et énergie, de l'intégration des dépenses nouvelles et de la reprise d'une activité normale comparativement à 2021. Chapitre 012. Le budget 2022 prévoit une augmentation des charges de personnel de l'ordre de 160 000 €, soit un taux de 3,8% par rapport aux charges constatées en 2021, en raison principalement de la réalisation des opérations de recensement. Chapitre 65. En augmentation de 9% en raison de l'augmentation de la participation au budget du CCAS, de l'enveloppe attribuée aux associations et de la participation au service d'instruction du droit des sols. Sur la section d'investissement, recettes. Les principales recettes d'investissement prévues pour le budget sont les suivantes. Un virement prévisionnel de la section de fonctionnement d'un montant approchant 1 500 000 €, le FCTVA à hauteur de 250 000 €, des subventions à hauteur de 400 000 €, les amortissements d'un montant de 350 000 €. Pour les dépenses, le budget 2022 prévoit des dépenses d'investissement pour un montant d'environ 6 500 000, donc 4 500 000 environ de dépenses d'équipement, avec notamment les travaux de regroupement des écoles et l'équipement numérique, les travaux de réfection de voirie avec enfouissement des réseaux, la participation à l'implantation des points d'apport volontaires, l'entretien des bâtiments communaux, l'achat de matériel et d'équipement, le lancement d'études pour la circulation et le stationnement et le réaménagement du centre-ville qui pourront s'articuler avec des études menées à une échelle plus large. Le plan pluriannuel d'investissement, section de fonctionnement, les hypothèses suivantes ont été retenues. Recettes de fonctionnement, une évolution annuelle de 1,3% pour les produits de services, 1,5% pour les impôts et taxes, une légère diminution des dotations et participations à raison de la baisse prévisible de la DGF, stabilité des autres produits. Dépenses de fonctionnement, évolution annuelle de 1,3% pour les charges à caractère général, 1,98% en 2023, 1,35 en 2024 pour les charges de personnel, stabilité des charges de gestion, évolution des charges financières calculées sur la base de la dette existante avec des intérêts à 1,5 sur les prêts à venir. Ces hypothèses de travail permettent d'envisager et de dégager un autofinancement annuel de 800 000 €. Enfin, section d'investissement, la réalisation du budget de fonctionnement selon les hypothèses ci-dessus permettrait de réaliser des investissements de 2 millions d'euros de dépenses d'équipement en 2023 et 2024, avec la réalisation d'emprunts nouveaux pour un montant de 2 400 000 € sur 2 ans. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce débat d'orientation budgétaire?
Madame Dubarry. Ok. Bien. Tout d'abord, Monsieur le maire, lors de la présentation du compte administratif 2020, vous aviez cautionné les commentaires alarmistes de votre adjoint en finances relatifs à la situation financière de notre commune. J'ose espérer qu'au vu des ratios que vous présentez ce soir, vos inquiétudes sont levées. Un petit bémol cependant. Le ratio du produit des impositions directes par rapport à la population augmente d'année en année, en divergence avec les communes de la même strate. Le Cibourien payait en moyenne en 2019 694 €. Et maintenant, il paye 784 €, alors que la moyenne de la strate est de 507 € constante depuis 4 ans. Cela nous ramène à notre remarque d'analyse du compte administratif et nous conforte dans ce que nous vous avons dit, où nous vous demandions pourquoi vous n'avez pas baissé les taux communaux afin de compenser la hausse imposée par l'État des bases locatives indexées sur l'inflation et de la hausse de la part taxe foncière appliquée par l'agglo. Voilà, ce sont nos remarques qui confortent ce qu'on vous a dit précédemment. Ensuite, pour ce qui est des orientations budgétaires, elles nous ont été présentées, comme vous l'avez dit, il y a quelques jours, et bon, elles sont encore globales. Donc, nous préférons vous faire part de notre analyse lors de la présentation du budget, mais simplement, nous sommes animés par un grand espoir, puisque vous nous avez dit que nous allons voir ce que nous allons voir au niveau des investissements. Non, c'est vous qui me l'avez dit, monsieur le maire. Oh, peut-être je vais la refaire parce que vous n'avez pas compris sur la base. Vous dites que les Cibouriens payent de plus en plus. C'est pas du fait du choix. C'est dans votre tableau, monsieur le maire. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi vous répondre. Oui. Donc, vous dites que les Cibouriens payent de plus en plus d'impôts. Bon, ce n'est pas du fait des décisions de cette majorité, parce que je rappelle que les taux communaux qui sont appliqués aujourd'hui ont été fixés de mémoire en 2017. En 2017, si je crois que ce n'était pas nous qui étions en gestion, mais c'était vous. Vous me demandez de baisser. Je vous rappelle qu'entre 2017 et aujourd'hui, nous avons perdu un levier fiscal qui est la taxe d'habitation. Certes, cette taxe d'habitation aujourd'hui est compensée par rapport, donc c'est la part départementale de la taxe d'habitation qui nous est redistribuée, entre guillemets, mais la définition du montant ou la fixation du montant se base sur 2020 par rapport aux bases de 2017. Et il faut savoir qu'une commune évolue. Donc aujourd'hui, on touche une partie, mais cette compensation, aujourd'hui, ne prendra pas en compte le dynamisme de la commune. C'est-à-dire que demain, si on a plus d'habitants, plus de logements, plus d'habitants, plus de besoin d'investir, plus besoin d'apporter plus de services, cette taxe d'habitation, elle ne bougera pas. Donc, la commune perd une capacité de financement. Donc, on ne va pas se diminuer nos taux, en sachant qu'aujourd'hui, si les choses continuent comme ça, étant donné que la taxe d'habitation ne suivra pas le dynamisme de la ville, et bien la ville aura de plus en plus de difficultés à financer l'ensemble de ces projets-là. Et après, sur la fragilité du budget, je rappelle que les comptes sont bons, je l'ai expliqué, j'ai donné les raisons, et je veux quand même rappeler que même si aujourd'hui les comptes sont bons, on a un problème structurel sur ce budget-là, sur les budgets de la ville, c'est qu'on dépend beaucoup de la taxe ou des recettes des droits de mutation, qui aujourd'hui représentent 17% de nos recettes, et qui est une taxe aujourd'hui qu'on ne peut pas anticiper, sur laquelle on ne peut pas agir, qui peut être très fluctuante. Aujourd'hui, maintenant, ces dernières années, on est dans une période ascendante, mais on a eu des années où on percevait 500 000, 400 000. Aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel prisme on voit cette chose, je dirais financièrement, heureusement, mais malheureusement, je dirais c'est un cadeau empoisonné, et bien, on arrive à équilibrer nos budgets facilement parce qu'on a des droits de mutation qui sont très importants.
Et deuxièmement, il y a aussi une chose, c'est qu'on continue à développer les services sur la commune, on crée des services. L'année dernière, on a créé 2 services, un service culture. On a étoffé la distribution alimentaire aussi avec le CCS, donc aujourd'hui qui est en régie. Et tout ça sans évolution de la masse salariale. Donc ça aussi, c'est une gestion qui est une très bonne gestion qui nous permet de dégager des capacités financières. Donc voilà. Donc c'est le débat du CA, mais que vous avez apporté lors de ce débat d'orientation budgétaire. Mais je pense qu'on en reparlera en commission et au prochain conseil municipal. Juste une petite précision, monsieur le maire. J'ai évoqué un tableau sur le ratio entre les recettes et le nombre d'habitants. Je n'ai pas du tout pris, le chiffre ne prenait pas du tout en compte l'année 2017, mais 2019 à ce jour. Donc voilà, les chiffres ne sont pas tout à fait ce que vous avez annoncé. Mais peu importe, je vous dis simplement que le Cibourien paye plus, et c'est peut-être dommage qu'avec cette manne, nous n'ayons pas, leur ayons pas apporté une meilleure vie, des aménagements supplémentaires, etc. Voilà, mais je suis impatiente de voir ce budget que vous allez nous présenter très prochainement. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, mais peut-être que vous ne comprenez pas. Vous dites que les Cibouriens payent plus d'impôts. Je vous dis que s'ils payent plus d'impôts, ce n'est pas du fait de la commune, ce n'est pas les taux qui ont changé, les bases ont augmenté, et je vous rappelle que les Cibouriens ne payent pas que des impôts à la ville de Cibourg. Et deuxième chose, vous dites qu'on ne fait rien, qu'on n'investit pas sur la ville. C'est peut-être que vous habitez à Guétari et que vous ne voyez pas ce qui se passe à Cibourg, mais je peux vous dire que... C'est facile, monsieur le maire, ben oui, c'est petit. Mais vous tendez le bâton pour vous faire battre, madame. Oh non, je ne me fais pas du tout battre. Ben oui, attendez, vous dites qu'on ne fait rien. rien, mais je vous invite à aller en face du lotissement Robia et voir l'aménagement qui a été fait. Je vous invite à aller voir la rue du Phare et du Sémaphore sur laquelle on fait de l'enfouissement et on reprend la voirie. Je vous invite à aller à l'avenue de la Rune. Je vous invite à aller dans le quartier des pêcheurs où on a refait l'ensemble de l'enrobé. Je vous invite à aller à l'extension des ateliers municipaux dans laquelle on arrive à la fin de l'aménagement intérieur de ces bâtiments-là. Donc voilà, bon, vous dites qu'on ne fait rien. Moi, je pense qu'on y fait. Moi, je suis tous les jours à Cibourg. Peut-être pas vous. Mais on fait des choses et la preuve, c'est qu'on est à 86% de taux de réalisation. Juste une dernière précision, monsieur le maire. Quand vous irez à Robia, j'irai voir les aménagements que vous avez faits et vous tournerez et vous regarderez les 93 logements qui sont servis, qui sont aujourd'hui à disposition. À la place de la résidence senior. C'est bien. J'espère que vous en féliciterez demain dans votre discours. Tout à fait. Et je rappelle que ce projet-là, nous l'avions soutenu à l'époque. Et je rappelle aussi que vous avez fait ce projet-là parce que, malheureusement, vous n'aviez pas pu réaliser votre projet de logement privé, dit logement résidence senior, qui était un projet dans lequel il n'y avait pas un seul logement social. Le tribunal avait annulé ce permis de construire et bien obligé de faire quelque chose. Vous 93 logements de 100% social. Le jour où vous les ferez, je vous féliciterai, monsieur le maire. On va passer au vote. Je rappelle, ce n'est pas un vote pour approuver le débat d'orientation budgétaire, mais c'est juste un vote pour dire qu'il y a bien eu un débat d'orientation budgétaire à Cibourg. Donc, qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté ou c'est acté. Alors, on passe au point 4, bilan de la politique foncière pour l'année 2021. Et donc, c'est moi. Donc, il s'agit par cette délibération de prendre acte des décisions prises par le conseil municipal au cours de l'année 2021 concernant le patrimoine de la commune. Donc, une convention avec l'EPFL pour le volet commercial de la ZAD de Lancan. La signature d'un bail amphithéotique avec le syndicat de la baie concernant la chapelle des Récollets. La signature d'un bail amphithéotique avec l'association Ikastolen et Goitzak pour un terrain qui a permis la réalisation des places de stationnement. La désaffection et le déclassement de l'école Aristide Briand. La cession d'un terrain communal rue Docteur Misset à l'office 64 de l'habitat pour la réalisation d'une opération de logement. Donc,
je précise, donc la convention avec le PFL pour la ZAD, donc c'est le renouvellement de la ZAD de Lancan, donc la ZAD 2, qu'on a renouvelé l'été dernier. Pour le redynamisation commerciale, donc là c'est l'acquisition d'un local rue Bourrousse, donc hors ZAD, là aussi dans l'objectif de redynamisation commerciale de la ville de Cibourg. Donc là aussi, quand vous avez proposé de faire cette convention à l'EPFL, certains avaient peu d'espoir qu'on puisse arriver à quelque chose. Bon, c'est un local, c'est pas grand-chose, mais c'est un début. Donc là, donc j'espère que prochainement, un nouveau commerce ouvrira à la rue Bourrousse, grâce à la ville de Cibourg. Donc j'en ai parlé de l'Encan 2. Le bail amphithéotique et Cachetol-Negoitza, donc ça nous a permis de faire l'aménagement en face du lotissement Arobien, donc des stationnements perméables, sur lequel on a eu une aide, dans laquelle on est allé chercher une subvention aussi de l'agence de l'eau, qui nous a permis de financer ce projet-là. La désaffection et le déclassement de l'école Aristide Briand, que tout le monde connaît, donc avec un début de fusion des écoles, donc on a pu déclasser l'école pour pouvoir faire un projet de logement accessible avec l'Office 64 et la cession de terrain communal rue Docteur Misset, ça aussi on en a parlé récemment. Donc c'est un petit terrain de la commune qui est à rue Docteur Misset sur lequel on a un projet avec l'Office 64. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des demandes de précision. Oui, Monsieur Perry. Oui, seulement une remarque, et je ne faisais pas partie des gens qui avaient des doutes sur la redynamisation commerciale. Par contre, nous avions délibéré sur le principe, demandant à l'EPFL de prendre. Est-ce que l'on pourrait savoir, au fur et à mesure, peut-être en commission, peut-être en conseil, quels sont les locaux qui seraient libres, qui seraient dans les objectifs? Oui, donc pas seulement être informé d'un principe, nous avons délibéré là-dessus et j'ai approuvé, mais savoir au fil de l'eau quelles seraient les prochaines opportunités, etc. Et voir un peu la pertinence, mais ils sont la plupart du temps pertinents, de chaque local. Voilà, c'est tout. Donc voilà, mais en fait le but de cette délibération, c'est de nous informer des acquisitions qui sont faites. Donc sur le volet redynamisation commerciale, donc il y a ce local qui a été acheté par le PFL. On en a un ou deux en vue. Il reste à définir, à discuter surtout. Parce que c'est de la... C'était juste ça que je demandais. Voilà. Peut-on en Mais discuter? des fois, il vaut mieux d'abord discuter, avancer, avant de rendre public ces choses-là. Et après, si vous voulez des informations sur les acquisitions qui ont été faites sur l'Encan, je pense que ça peut vous intéresser aussi. Donc aujourd'hui, on est à 30 acquisitions. On a 7 donc cette année, on a réussi à faire. Donc cette année, il y a eu 3 acquisitions, 7 promesses de vente qui ont été signées. Et nous sommes avec. Donc il y a 15 négociations en cours sur la ZAD. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on passe au vote. Qui est pour? Ok, pardon, qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté. Je vous en remercie. Donc on passe au 3e chapitre. Donc nous allons aborder maintenant les sujets relatifs au personnel communal. Et le rapporteur est M. Lecorf. Alors, point numéro 1, compte important, convention avec la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle. Alors, les agents territoriaux peuvent disposer d'un compte épargne-temps sur lequel ils peuvent épargner les jours de congé RTT et récupération non pris. En cas de mutation, ils peuvent transférer les jours accumulés dans leur nouvelle collectivité et les collectivités peuvent s'entendre sur le remboursement de ces jours. La convention prévoit ce remboursement par la commune de Saint-Pé des jours transférés par le nouvel agent embauché dans le cadre de sa mutation pour un montant de 1 620 €. Des questions, des remarques? Moi, je fais une remarque qui n'a aucun rapport à cette délibération. C'est pas le moment. C'est juste, ça vous fait sourire, c'est un bonheur. Juste, la délibération précédente, on prenait simplement acte. Hein, vous avez dit qui est pour, qui est contre. C'est pas. Vous voyez que c'était pertinent, monsieur. Très pertinent. Merci. Ça ne change rien, mais c'est très pertinent. Ah, mais c'était pour vous préciser que je ne. Que vous lisez le rapport. Voilà, exactement. Et que je sais lire. Voilà. Je n'en doutais pas.
Quand même. Bon, allez, on essaie d'être un peu plus sérieux. Oui. Allez, donc on continue on vote, voilà, excusez-moi, vous m'avez coupé. Donc, il n'y a pas de questions sur le sujet, ni de remarques, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité. Et on passe au deuxième point, la création d'emplois saisonniers. Alors, par cette délibération, nous vous proposons d'ajuster le nombre d'emplois saisonniers créés lors de la délibération du 15 décembre 2021. Les changements sont les suivants. Pour les vacances de printemps, on ajoute un animateur à temps plein sur une semaine. Pour l'été, on ajoute un animateur par mois et un directeur adjoint sur les 2 mois. Pas de changement pour les vacances d'octobre. Les questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Création d'emplois permanents. Monsieur Lecor. Alors, il s'agit de créer 2 emplois permanents, un poste d'agent polyvalent électricien à temps complet sur le grade d'adjoint technique suite à un départ en disponibilité, un poste de coordinateur culturel à temps complet sur le grade de rédacteur pour pérenniser l'emploi créé en janvier 2021 en accroissement temporaire d'activité. Des questions, des demandes de précision. Je rappelle que ces 2 emplois ne sont pas des emplois en plus, mais c'est du remplacement et de la pérennisation d'emplois existants, ou de postes existants. Donc s'il n'y a pas d'observation, on passera au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure. Rapport de la commission communale d'accessibilité aux personnes handicapées, le rapporteur est M. Dufour. Gawon, donc comme présenté en commission d'accessibilité, le rapport annuel a été évoqué avec l'ensemble des activités qui ont été menées pour la mise en accessibilité, et notamment un point d'orgue sur le futur site internet de la ville de Cibourg, qui est travaillé conjointement avec d'autres villes, et le projet Elgar Web, et puis l'ensemble des points qui ont été réalisés, qui sont en train de travailler, avec notamment le point qui va suivre dans cet ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Monsieur Perry. C'est une des rares commissions à laquelle je ne participe pas. Et je suis désolé, il y a un gros loupé, mais on a déjà parlé. En fait, le PAV est sujet depuis 2014 à une révision tous les 3 ans. Hein, donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé, c'est un ensemble de plans qui dessinent un peu les schémas de circulation, les équipements. Et donc aucune révision n'a été faite depuis 2017. Mais j'ai vérifié ça avec les services techniques qui sont d'accord. Donc il y a un loupé il faut remédier à ce loupé. Merci. Oui, donc on a abordé cette question en commission mardi dernier. Il faut savoir que donc, légalement, il n'y a pas d'obligation de révision. C'était la délibération de la commune qui s'était imposé une révision tous les 3 ans, tous les 2 ans, 3 ans, dans la délib. Mais néanmoins, tous les aménagements qui sont faits aujourd'hui prennent en compte les questions d'accessibilité, que ce soit dans la voirie, que ce soit dans les aménagements des bâtiments. Donc, comme on a pu voir, c'est-à-dire l'extension des ateliers municipaux qui ne prévoyait pas d'ascenseur. On a installé un ascenseur. À chaque fois qu'on fait des voiries, on essaye de prendre en compte cet élément-là. Dans le rapport, il y a toutes les actions que nous avons menées cette année. Mais néanmoins, je vous rejoins sur la nécessité de, 8 ans après la rédaction de ce PAV, de le reprendre et de le remettre à jour, même si aujourd'hui on continue à faire sans cette mise à jour. Sans vouloir ergoter, je pense que c'est au-delà de la délib. Le texte constitutif du PAV dit bien la révision tous les 3 ans. Après, voilà. Mais voilà, à regarder et à pallier. À re-regarder. Mais peu importe que ce soit obligatoire ou pas, je considère qu'au bout de 8 ans, un document de ce type-là peut être revu et ça devra le faire. Donc on est d'accord. Bravo. Donc on prend acte. On continue. Toujours dans l'accessibilité. Oui, donc je disais qu'on continue sur le point voirie travaux, donc on est toujours sur un sujet d'accessibilité.
Oui. Avec le projet Hélios, on vous propose d'approuver une convention que M. le maire signera avec l'agglomération et le service Hélios Connect, qui est en fait un service pour les personnes sourdes et malentendantes qui ont, par ce biais-là, l'accès à un accueil mairie ou CCAS à une plateforme avec quelqu'un qui va réaliser la traduction par signe pour les personnes qui sont malentendantes. C'est un élément important, ça faisait aussi partie du bilan annuel puisqu'on y a travaillé déjà l'année dernière. Et donc on vous propose de valider la signature de cette convention pour pouvoir accueillir au mieux ces personnes-là. A-t-il des questions? Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe au dernier point de ce chapitre. Avis sur l'inscription de la commune sur la liste des communes prioritairement concernées par le recul du trait de côte dans le cadre de la loi numéro 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience à ses effets. Je présente. À la suite de l'adoption de la loi climat et résilience et pour répondre aux obligations fixées par son article 239, le préfet a sollicité la commune pour recueillir son avis quant à son inscription sur la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et de politique d'aménagement doit être adaptée au phénomène d'érosion du littoral. Donc je vous propose qu'on donne un avis favorable à cette inscription dans cette liste-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, la commune de Cibourg, comme l'ensemble des communes du littoral basque, participe à cette logique de gestion intégrée des risques littoraux avec la CAPB. Donc l'idée, c'est de continuer dans la même logique et de travailler avec les services de l'État à la gestion du recul du trait de côte. Pardon. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Et on passe au dernier point. Donc chapitre 5, politique linguistique, commission extra-municipale Euskara langue basque, modification de la composition. Le rapporteur est M. Dirassa. Gabon, il vous est proposé de modifier la composition de la commission en ne nommant pas les personnes et les associations pour éviter d'avoir à délibérer à chaque changement. Donc, Monsieur le maire prendra un arrêté pour désigner les associations qui siégeront au sein de cette instance. Voilà, juste l'objet de cette délibération, c'est de simplifier la gestion ou l'animation de cette commission dans laquelle, au fur et à mesure, on a des associations qui rentrent et aussi des représentants d'associations qui changent. Donc, au lieu pour ne pas à chaque fois rapporter une délibération et de délibérer, voilà, on va faire de manière plus simple et on vous tiendra au courant au sein de la commission de l'évolution de cette commission. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il n'y en a pas, donc je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce n'est pas fini, nous avons deux questions de M. Herry. Donc la MRAE, la mission régionale de l'autorité environnementale, a mis en ligne son rapport d'analyse sur le projet de PLU. Et donc ce rapport fait apparaître, notamment sur les parties de diagnostic communal, quelques faiblesses et besoins de réajustement. Donc afin de ne pas percuter la mise en place de ce PLU, je voulais savoir où en était la commune de la réponse, des ajustements, des amendements et compléments à faire pour répondre, pour satisfaire à ces remarques. Nous avons effectivement reçu les avis des personnes publiques associées dans le cadre de leur consultation sur le projet de PLU. Ces avis sont globalement favorables et ne comportent que des recommandations. Il n'y a pas d'avis contraire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve, il n'y a que des observations et rien de plus classique que dans un PPA, on ait des observations. En tout état de cause, l'ensemble des avis des PPA a fait l'objet d'une analyse par l'APGL, les services de l'agglomération et la commune. Cette analyse qui sera présentée sous forme d'un tableau sera joint au dossier d'enquête publique et comportera les réponses et les intentions de la commune quant
aux observations formulées. Ce tableau fera l'objet d'une présentation préalable en commission d'urbanisme, mais vous pouvez retenir qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans la mesure où ces avis ne remettent pas en question le fondement de notre projet de PLU. Donc il n'y a pas de faiblesse dans ce PLU qu'on présente, ni de lacunes. Il y a des observations, et tout ça vous sera présenté en commission, puis en enquête publique, très prochainement. Donc je retiens qu'il y a un travail à faire, qu'il est en cours. Et j'ai noté que vous avez répondu à ma question suivante, qui était la demande d'accessibilité possible aux remarques des autres personnes publiques associées. Donc vous avez répondu, un tableau sera communiqué aux élus, puis au public pendant l'enquête publique. Comme on l'a dit mardi dernier en commission. C'est ça. Donc, voilà, on vous a bien précisé qu'on allait faire une réunion dans la commission, peut-être une commission spéciale pour vraiment expliquer toutes ces observations et les réponses qu'on donnera à ces observations. Donc c'est une question qui a été abordée en commission mardi dernier. Et je vous laisse poser la deuxième question. Donc, Monsieur le maire, la loi 3DS, donc, qui a pour objectif de donner plus d'autonomie aux élus locaux, a été votée aux deux assemblées. Elle a même été promulguée depuis que je vous ai écrit la question. Elle a été promulguée le 22 février. Donc, pouvez-vous nous dire, la principale évolution de cette loi, c'est que la date butoir de 2025 n'existe plus. Donc, les obligations ne sont plus, il n'y a plus d'échéance dans le temps. Donc, pourriez-vous nous dire, Monsieur le maire, comment vous anticipez cette levée d'échéance et quels sont les effets dans le contrat de mixité sociale signé entre la commune et le préfet? Donc, comme vous l'avez dit, cette loi a enlevé la date butoir qui était de 2025 pour atteindre nos objectifs SRU, étant donné que la plupart des communes ne seraient pas arrivées à cet objectif en 2025. Donc l'État a décidé d'enlever cette échéance et de la prolonger jusqu'à quand on ne le sait pas. Mais néanmoins, comme je vous l'avais dit lors de la commission mardi, notre objectif, donc nos objectifs en production de logements sociaux ou logements accessibles, appelons ça comme on veut, sont liés certes à une obligation légale, mais sont liés surtout à une obligation, je dirais, morale et une nécessité qu'a Cibourg de proposer des logements accessibles à sa population, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, la situation est très compliquée. Elle n'a jamais été aussi compliquée pour se loger au Pays Basque et tout particulièrement sur Cibourg. Donc, qu'on ait une date butoir ou qu'on ne l'ait pas, notre objectif reste le même et notre motivation aussi. Pour ce qui est de la deuxième partie sur le contrat de mixité sociale, pour l'instant, on n'a pas de retour sur l'évolution ou du devenir de ce contrat de mixité sociale. Mais comme je vous l'ai dit, qu'il y ait contrat ou qu'il n'y ait pas de contrat, qu'il y ait date butoir ou qu'il n'y ait pas de date butoir, nous, on va continuer à monter des projets, à investir pour sortir des logements accessibles pour les Cibouriens. Ok, merci Monsieur le maire. Donc, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, et il y a des oublis, il y a des gens qui ont oublié de signer. Voilà. Et donc, on va les citer. Donc, Stéphane, Monsieur Jean-Pierre, Daniel, Isabelle, Henri et Pellico. Et Graziella.